Alors, on va commencer. Donc, je vais dire deux mots de David Foetkinos. Je pense que vous le connaissez tous. Il vient de Paris, il a 47 ans. Alors, je vais répéter un peu les choses que vous devez entendre à longueur de temps. Vous avez exercé, j'ai découvert ça, prof de guitare quand même et serveur. Vous avez été stagiaire chez Fayard et vous êtes devenu un grand lecteur. On reviendra peut-être dessus à la suite d'une hospitalisation qui a fait que vous vous êtes plongé dans les livres. Vous aviez 16 ans et que vous en êtes jamais ressorti finalement. Hein. Vous avez, alors j'ai été frappé par le titre de votre premier roman qui s'appelle Inversion de l'idiotie, de l'influence de deux Polonais. C'est assez énigmatique comme titre. En tout cas, il a eu le prix François Mauriac et c'était en 2002, donc il y a 20 ans. Depuis, vous avez enchaîné les titres avec beaucoup de succès pour un certain nombre. On a parlé de La Délicatesse, 2009, qui était votre 8e roman, qui a eu 10 prix, qui est publié dans le monde entier. Et La Délicatesse est devenue aussi célèbre par le film qui a été l'adaptation réalisée par votre frère, Stéphane, et moi. Et vous. Et donc, il y avait François Damiens et il y avait Audrey Tautou. Voilà, c'est ça. Votre roman Charlotte, dont on vient de parler en 2014, 450 000 exemplaires, prix Renaudot, et qui raconte une vraie histoire. Hein. Alors, je ne l'ai pas lu, celui-là, mais c'est une peintre qui s'appelait Charlotte Salomon et dont le destin s'est tragiquement arrêté à Auschwitz alors qu'elle avait 26 ans. Le mystère Henri Pic, alors avec une idée absolument géniale, cette histoire de la bibliothèque des livres qui ont été refusés à la publication. Un des romans que j'ai préféré à titre personnel, c'est Vers la beauté. Les deux sœurs, la famille Martin aussi, qui illustre bien votre façon d'aborder le roman, je trouve. Et puis numéro 2, qui est le dernier livre. Vous avez fait des pièces de théâtre. Je passe sur toute votre activité périphérique. On va parler un peu peut-être pour commencer, de ce roman numéro 2, qui est votre 19e roman, et qui raconte cette histoire de Martin Hill, qui est le deuxième qui, malheureusement, n'a pas été pris dans le casting du film de Harry Potter, qui s'est fait coiffer au poteau par Daniel Radcliffe. Et donc, vous revenez sur cette histoire. Est-ce que vous pouvez, alors pour ceux qui n'ont pas lu, sans complètement spoiler la fin, mais fort dit plus spoiler d'ailleurs, mais de revenir là-dessus et comment vous est venue cette idée, comment vous l'avez construite. Alors, merci pour cette présentation, puis c'est un plaisir voilà, d'être ici au siège de l'Union et de vous rencontrer 4 lectrices et 2 lecteurs. Ça c'est aussi un plaisir, voilà, moi je suis toujours heureux de me déplacer aussi pour ça, c'est ça qui est magnifique dans la vie d'un écrivain, c'est d'alterner des moments où on est seul dans son lit ou dans sa pensée, dans son imagination, puis après de pouvoir confronter voilà, avec les lecteurs, me nourrir aussi de ces rencontres-là. Et actuellement, voilà, je fais quelques rencontres autour de ce dernier livre, numéro 2. Bah, tu as très bien résumé les choses. C'est vrai que j'alterne des livres plutôt parfois graves, comme Charlotte ou Vers la beauté, des livres plus légers, voilà, avec davantage d'humour. Et en tout cas, à chaque fois, j'essaie de me renouveler, d'aller vers des choses différentes. Et c'est d'ailleurs assez émouvant pour un écrivain d'être suivi comme ça par les lecteurs, alors que voilà, je navigue d'un univers à un autre. Là, c'est pas du tout un livre sur Harry Potter. Je ne connaissais pas très bien Harry Potter. Comme tout le monde, voilà, j'avais vu les films un peu comme ça avec mon fils. Et puis, il y a 2 ans, il y a un des films qui passe à la télé au début du confinement et j'aime bien aller sur les pages, moi, Wikipédia, Allociné, pour savoir un peu des secrets de tournage, qui était le chef-op, des choses comme ça. Et puis, je tombe sur l'interview de la directrice de casting qui raconte qu'à l'époque, voilà, il fallait imaginer, le livre commençait à être un énorme succès, on parlait d'un budget à 100 millions de dollars, peut-être même faire 7 ou 8 films, mais il fallait trouver le cœur du réacteur qui serait Harry Potter. Ils ont auditionné des centaines d'acteurs et elle raconte ça. Et donc le point de départ de mon livre est une vraie histoire. À la fin, il en restait plus que 2. Et ils ont hésité pendant plusieurs semaines entre les 2.
Et elle rajoute cette phrase incroyable, on a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Donc moi, je lis cette interview, voilà, vous faites ça, madame. Voilà, moi, j'ai fait exactement pareil, j'ai immédiatement pensé à l'autre. J'ai été propulsé en empathie, je me suis dit, mais il y a donc un petit garçon de 10 ans qui, pendant des semaines, a dû rêver, fantasmer, imaginer, s'approcher d'une vie rêvée, d'être une star de cinéma, et qui finalement, à la fin, lui a dit, bah, c'est pas toi. Et donc mon roman, puisque c'est un roman, raconte l'histoire de l'autre, de celui qui n'a pas été choisi. Et très rapidement, donc, au-delà de la jeunesse du casting du film, au-delà de l'histoire de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter que je raconte et qui est absolument passionnante, que je connaissais pas très bien, ce roman raconte l'histoire d'un échec et comment on peut surmonter un échec. Et ça s'appelle numéro 2 parce que ça s'échappe du sujet Harry Potter pour raconter finalement voilà, ce qu'on traverse tous à un moment donné ou à un autre, le fait de n'être pas choisi, d'être déclassé, de ne pas espérer, de ne pas avoir ce qu'on espérait avoir. Et puis voilà, c'est une reconstruction de ce jeune garçon qui va traverser plein d'étapes pour se reconstruire et comprendre peut-être voilà la vertu de l'échec, voilà, si j'ose dire. Mais dès le début, tu songes à ça, c'est-à-dire que on est tous à un moment numéro 2 et il y a une leçon derrière ça à tirer humainement sur sa vie quand on est numéro 2. Alors, je peux pas dire que c'est dès le début. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que le titre, je l'ai trouvé à la toute dernière, tout dernier moment, et je me rends compte à quel point ce titre, finalement, enfin depuis 2 mois, les gens me parlent beaucoup de leurs histoires, d'avoir été numéro 2 à certains moments, les numéros 2 dans les fratries. J'ai fait C'est à vous il y a pas très longtemps. Elisabeth Lemoine, elle me dit, mais moi j'ai tellement été numéro 2. Et c'est vrai qu'on oublie maintenant, voilà, elle présente C'est à vous, mais plein de fois, enfin, pendant toute sa vie, on lui dit, mais t'es une chroniqueuse, toi, t'es numéro 2. Donc ce sentiment-là, finalement, à travers la vie amoureuse, à travers la vie professionnelle, voilà, c'est quelque chose qu'on ressent. Mais initialement, j'ai été plutôt en train de me dire, dans ce sujet-là, il y a quelque chose d'absolument fou, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit un échec, comme on peut tous en vivre, mais la particularité de cet échec, c'est qu'il a en permanence la vie de l'autre qui déroule sous ses yeux depuis 20 ans. Et je trouvais qu'il y avait une sorte de folie romanesque à imaginer comme ça, à chaque fois qu'on prend un chemin et pas l'autre, à chaque fois qu'on prend une décision et pas une autre. Imaginer un seul instant que on aurait en permanence le film de ce qu'on n'a pas choisi et de l'autre vie. Et si l'autre vie nous paraît meilleure, enfin, ça serait ça, voilà, ça serait d'une violence et d'une acidité assez forte. Je m'entends en même temps en écho là, mais c'est bien, ça donne son petit charme. Mais voilà, c'était plutôt ça qui m'intéressait au début. Et puis de me dire, j'ai tout de suite pensé à l'histoire de quelqu'un qui va essayer d'échapper à Harry Potter pour pas être confronté à son échec. Et je me dis ça, il y a une partie aussi risible, comique, une comédie, de se dire qui depuis 20 ans peut essayer de vivre sans être confronté à Harry Potter, c'est très difficile. Donc ça, je vous raconterai un petit peu comment il fait peut-être tout à l'heure. Ben oui, alors parce que pour écrire ça, il faut se plonger dans la vie de Radcliffe et de l'autre, Martin Hill, pour arriver à décrire ce qui se passe. C'est un travail énorme. Tu les as rencontrés, tu les as approchés. Comment ça se passe? C'est un travail énorme. Énorme. Heureusement que j'ai une douzaine d'assistants. Enfin, c'est une entreprise, Fuentinos. Hein. Moi, je suis un peu, voilà, je donne l'idée, puis après, vous vous débrouillez. Non, en fait, j'ai pas. Franchement, on trouve très rapidement. Je raconte le casting du film. La vie de J.K. Rowling, déjà, j'ai trouvé ça absolument passionnant de la raconter. Il faut imaginer cette femme qui a 25 ans, précarité absolue, vivant d'aide sociale, femme battue. Puis voilà, elle vient de perdre sa mère, enfin terrible. Et puis elle va devenir l'auteur la plus lue. Et le livre parle beaucoup du hasard, des petites choses de la vie, qui font que ça bascule parfois du bon côté comme du mauvais côté. L'agencement des choses, voilà, ça parle beaucoup de ça. Le livre, je veux pas. Vous allez le lire puisque vous l'avez maintenant, donc enfin j'espère. Donc je vais pas trop vous raconter, mais c'est passionnant de raconter son destin, qui est un conte de fées absolu. Et l'imagination comme ça, elle est foudroyée dans un train entre Manchester et Londres. Et puis c'est le début du livre parce que donc je les ai pas contactés, j'ai écrit à J.K. Rowling qui m'a pas répondu. Ce livre est un livre non autorisé par la Warner et J.K. Rowling, donc je trouvais ça hyper chic d'être un peu sulfureux, d'être un livre interdit.
Mais voilà, c'est évidemment bienveillant et c'est pas ça le sujet du livre, puisque après ça va être, c'est pratiquement je vais dire le parcours d'un jeune garçon pour se reconstruire. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que si tous mes livres étaient très très différents les uns des autres, ils parlent tous de ça. Ils parlent tous de la reconstruction. Peut-être que c'est lié au fait que, tu le disais tout à l'heure, j'étais gravement malade à l'âge de 16 ans. J'ai failli mourir, donc je suis animé comme ça d'une seconde vie, d'une certaine manière, qui a été une chance pour moi, puisque ça m'a propulsé vers la lecture, la beauté et la sensibilité. Et puis voilà, il va traverser toutes les étapes. Bon, il y en a certaines, par exemple, il va à un moment donné travailler au Louvre pour essayer d'échapper au quotidien de Harry Potter, de se dire, voilà, au moins, avec les tableaux de la Renaissance, avec les sculptures antiques, je serai tranquille. Et il se prend de passion pour le tableau qui est juste à côté de la Joconde, forcément. Celui que personne ne va voir. Voilà, le numéro 2. Voilà, oui, c'est un lien vers la beauté. Alors, je parle pas trop longuement parce qu'il y a peut-être des questions. Voilà, c'est peut-être... On va vous passer la parole. Je ne sais pas qui veut commencer à poser la première question avec le micro qui est par terre. Ça peut être, c'est pas forcément sur le roman numéro 2, ça peut être l'éventail complètement ouvert. Hein. Qui veut commencer? Merci. Alors moi j'ai un passage à la page 26. Parlez bien dans le micro. Là ça va, comme ça c'est bien. Page 26, alors, oui. À la page 26, puis il rentrait chez lui où la solitude faisait grand bruit. Et pour parler de la solitude de cette manière-là, il faut l'avoir connue. Avez-vous connu la solitude? Apparemment, vous avez beaucoup souffert et dans ces moments-là, on est bien seul. C'est étonnant comme question parce que quand on est écrivain, parfois, quand j'ai écrit La Délicatesse, qui est un livre qui a changé ma vie, puisque c'est un livre qui est devenu, qui était numéro 1 des ventes pendant 1 an et demi, c'était extrêmement étrange pour moi. Parce que j'avais fait pendant c'était mon 8e livre, mes livres étaient plutôt confidentiels, j'étais un auteur très littéraire, Gallimard, et puis d'un coup et à ce moment-là j'ai reçu des centaines de lettres de femmes ou de messages sur Facebook qui avaient perdu leur mari, qui me racontaient comment j'avais fait pour trouver les mots, pour décrire. Et donc je vous dis ça parce que très souvent, un écrivain, on parle aussi de vers la beauté, enfin je peux vous citer beaucoup d'exemples qui parlent d'un drame, d'une agression sexuelle, écrit avant d'ailleurs MeToo et tout la lumière sur ces tragédies intimes. Un écrivain peut écrire des choses, comment dire, c'est un rapport à la sensibilité qui fait le cœur de l'écriture. Donc il m'arrive très souvent d'avoir le sentiment de pouvoir écrire des choses que j'ai pas expérimentées, que j'ai pas vécues. Il y a des moments dans mes livres, quand j'écris les souvenirs, je parle des maisons de retraite, c'est les liens avec mes grands-mères que j'allais visiter. Il y a des choses forcément personnelles. Mais je peux pas dire que j'ai expérimenté la solitude, hormis effectivement, c'est pour ça que ça m'a... Parce que j'écoute le début de votre question, je me dis non, et puis d'un coup, je me dis mais bien sûr, j'ai vécu la solitude quand j'étais à l'hôpital, parce que j'ai passé des mois à l'hôpital en 1991, à un moment donné où voilà, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de... Enfin, à ce moment-là, les livres m'ont sauvé, m'ont accompagné, m'ont fait voyager, mais je me suis senti incroyablement seul face à la mort, face à la maladie. Donc peut-être que dans certaines phrases ici ou là, le ressenti qu'on peut émettre, ce sont des choses personnelles. Ouais. Je vous pose cette question-là parce que moi, je suis seul depuis 4 mois. C'est une décision que j'ai prise. D'accord. Et le 2 février, j'ai écrit Le bruit du silence. J'ai fait le rapprochement un petit peu des deux. Donc phrases. on est raccord, voilà, on est sur la même. Oui, quand j'écris que la solitude faisait grand bruit, je crois qu'il y a parfois c'est comme on pourrait dire d'une manière assez classique une absence. Le bruit de l'absence. Non, mais également. une absence est une présence étourdissante. Oui. Donc, merci pour ce. Voilà. Alors, mais on peut peut-être passer à d'autres questions. Oui. Qui veut prendre le micro? Oui, madame. Allez.
Alors moi, je voulais vous parler de la famille Martin, Oui. parce que la famille Martin, mon mari qui n'était pas un très très grand lecteur, en fait, il est tombé dans la lecture grâce à vous et grâce à Serge Joncour, un autre écrivain. Et son Qui est livre un ami. préféré, oui, en plus. Ouais, bien sûr. Oh, bah, je vais lui dire, il sera ravi. Puis Serge, c'est un personnage incroyable. Ouais. Ouais. Et donc, il aurait bien aimé être là, mon mari. Il n'a pas pu prendre son après-midi. Donc, en fait, là, je suis là, mais il est là aussi avec moi. Et notamment, la famille Martin, il a vraiment adoré. Et il m'a chargé de vous poser la question suivante. Est-ce que vous les connaissiez, ces gens-là? On a vraiment l'impression que vous les connaissiez. Et moi, plus largement, je m'interroge beaucoup sur ce lien qu'on peut avoir en tant qu'écrivain entre les personnes qu'on connaît et qu'on va forcément d'une manière ou d'une autre intégrer je pense, dans les fictions, de même que vous disiez tout à l'heure que vous intégrez une partie de vous-même. Je me demande comment on peut gérer ça, d'aller emprunter chez les uns et les autres, en fait, des traits de caractère. Quelle est la distance à prendre? Est-ce que les autres peuvent vous le reprocher ou... Alors, c'est vraiment le sujet du livre. Hein. Ouais, c'est vraiment le sujet du livre. Alors, bon, je suis un peu embêté avec cette question. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui joue sur cette ambiguïté permanente et qui essaye de répondre à votre question d'une certaine manière. Et quand le livre est sorti, dans toutes les émissions, la promo, j'ai en grande partie dit que c'était vrai, cette histoire. Mais moi, je suis profondément un écrivain de fiction. Donc cette problématique, je l'ai pratiquement jamais eue dans mes romans, puisque je n'ai jamais écrit sur des personnes proches ou que je connaissais, et que vous me regardez là, vous êtes en train de me dire, en fait, il s'est bien foutu de ma gueule avec ce livre. Bon, j'avoue que, en fait, ce livre-là, c'est un jeu littéraire. C'est l'histoire d'un écrivain. Je fais évidemment croire que c'est moi, qui se dit à un moment donné, pourquoi écrire un nouveau roman? Pourquoi inventer une nouvelle histoire? Là, avant le début de cette émission, on s'est présenté comme ça rapidement. En 2-3 minutes, vous avez parlé de votre parcours. Il y a des romans à écrire sur chacun d'entre vous, c'est sûr et certain. Chaque personne est un roman. Donc, c'est l'histoire d'un écrivain qui se dit, pourquoi écrire un nouveau roman? Je descends dans la rue, j'arrête la première personne que je croise, et quoi qu'il arrive, elle sera le sujet de mon roman. Quand le livre est sorti, je joue pendant tout le livre avec l'ambiguïté que c'est moi. Mais je dois vous avouer, puisque en plus votre mari n'est pas là, donc vous lui direz ça ce soir, mais c'est en grande partie, voire totalement romanesque, ce livre. Et plein de gens m'ont dit, en plus, cet écrivain, je raconte l'histoire de cet écrivain, la vie sentimentale de cet écrivain, et moi je suis incroyablement pudique. Je parlerai jamais comme ça de ma vie sentimentale ou de ce que j'ai pu vivre avec une femme, une séparation. C'est pas du tout dans mon ADN quand on voit mes romans. Je suis vraiment un écrivain de fiction. Donc ça, j'ai jamais emprunté à quiconque. Après, moi, je suis très très curieux, donc peut-être que la famille Martin, c'est un mélange de toutes les rencontres que j'ai pu faire, des histoires qu'on a pu me raconter. C'est tout à fait normal. J'essaye, voilà, quand on est écrivain, on est un aspirateur à curiosité. Bon, ben voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop, mais je dois vous avouer que c'est quand même en grande partie romanesque. Non, pas du tout. Et moi, je lui ai dit à mon mari que vous m'aviez fait penser à Diderot, en fait. Jacques le Fataliste et son maître. Moi, je vous trouve joueur comme Diderot dans votre livre. Vous me parliez d'un aspect ludique. Bah, c'est sympa, tiens, ouais. C'est la première fois qu'on me compare à Denis, là. Ouais. C'est sympa, j'ai bien fait de venir. Hein. C'est très sympa. Oui, tout à fait, j'aurais dû répondre, c'est mon côté Diderot. Voilà, j'aurais dû répondre ça. Mais voilà, c'était un livre, après 2 livres plutôt graves, Vers la beauté et 2 sœurs, surtout Vers la beauté, résolument ludique en fait, qui est une sorte d'amusement sur l'écrivain malmené par ses personnages. Du coup, je vais enchaîner. On parlait de fiction. Alors, je vais lire le livre avec attention. Là, pour l'instant, j'en ai pas pris connaissance aujourd'hui. Mais en tant que lecteur, je me suis toujours posé la question entre cette partie vérité et cette partie fiction. Parce que là, on part a priori d'une histoire véridique, hein, puisqu'on a cet acteur et ce casting. Et nous, en tant que lecteur, quand est-ce qu'on sait... Alors, moi, je me suis toujours posé des questions. Quand est-ce qu'on sait que c'est vrai? Quand est-ce qu'on sait qu'on passe dans la fiction? Et vous, comment vous avez abordé cette transition-là, justement? Jusqu'où je vais dans la vérité?
enfin dans le vrai et dans l'événement, et quand je passe dans ce que je vais imaginer, ce que ça va devenir. Oui, alors ça c'est aussi très intéressant, mais c'est vrai que sur ce livre-là, c'est particulier. C'est particulier parce que le livre part sur des bases totalement réelles, avec des personnes réelles. Donc très compliqué juridiquement, ça a été relu par moult avocats. Et surtout, j'ai été obligé de mettre un avertissement au début du livre qui m'ennuie un peu parce que voilà, il y a un avertissement au lecteur qui dit que si certains des faits sont réels, c'est en grande partie fictif. Mais j'adore jouer avec cette ambiguïté-là. Moi, j'adore l'idée que le roman, c'est le terrain de la liberté totale. J'aurais pu parler de J.K. Rowling et puis après lui faire des choses qui sont pas forcément ce qu'elle a pu faire ou dire à un moment donné. C'est un terrain de liberté. Si c'est bienveillant, évidemment. Là, le point de départ est totalement réel. Un casting qui se termine avec 2 jeunes garçons, l'un face à l'autre. Et donc, ce que je raconte du casting, ce que je raconte de l'histoire de J.K. Rowling, tout ça, c'est en grande partie vrai. Et après, on bascule dans le roman. Mais malgré l'avertissement, beaucoup de gens, depuis 2 mois, me disent « Mais alors, mais tu l'as rencontré, il a vraiment fait ci, il a vraiment fait ça. » Et c'est toute l'excitation. Qu'on puisse croire vraiment que c'est la vraie histoire. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que les gens, voilà, en lisant le livre, googlisent Martin Hill pour voir si c'est lui, si c'est voilà. Et en fait, voilà, c'est en grande partie romanesque. On m'a beaucoup posé cette question, et notamment les étudiants pour mon roman Charlotte, qui est un roman. C'est l'histoire de Charlotte Salomon, où tout le monde me dit mais c'est pas possible cette vie, t'as dû forcément inventer des choses. Non, tout ce qui est lié à sa vie factuelle, tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a vécu, c'est vrai. Après, il y a des moments où on est dans le roman, ce qu'elle a pu imaginer, certaines situations avec l'homme qu'elle aime. Voilà, on est dans le roman, c'est pour ça que c'est un roman. Mais là, il faudrait que je vous dise précisément chaque phrase, où est le roman, où est la réalité. Alors, en fait, moi, je me suis posé la question parce que, comme vous avez dit de le tenir là, donc je sais. C'est bon là? Oui. D'accord. Et en fait, j'ai pas lu le roman évidemment, mais je connais un petit peu le contenu, de quoi ça parle. Mais quand il est numéro 2 au début, il peut pas s'en vouloir ou se dire je suis pas avec le succès, parce qu'on ne sait pas s'il y aura le succès. Quand il a été choisi, Van Cleef n'est pas le numéro 2. On ne connaît pas le succès que va avoir le alors, c'était cette, voilà, je me suis dit, non, alors très honnêtement, ouais, je comprends ce que vous dites, mais c'est d'ailleurs, il y a même eu les acteurs choisis ont été présentés à la presse mondiale avant même le premier jour de tournage. Donc on était déjà sur l'adaptation d'un livre qui devenait un phénomène, je veux dire, incomparable. C'est-à-dire que ça a été, quand c'est parti, Harry Potter, ça a été mondial, ça a été un raz-de-marée. Donc le film, quoi qu'il arrive, aurait eu une lumière, et en plus il a été particulièrement réussi, et ils ont vraiment bien fait le travail, mais c'était forcément celui qui était choisi allait devenir, quoi qu'il arrive, une star planétaire. Alors, ce qui m'intéresse, voilà, aussi dans ce livre-là, c'est de se rendre compte que c'est toute une réflexion sur qu'est-ce que l'échec, qu'est-ce que la réussite. L'échec peut avoir une valeur. Peut-être parfois il faut rater les choses avant de les réussir. Et puis la réussite, le succès a sa problématique. Je veux dire, c'est évident que la vie de Daniel Radcliffe a dû être complexe par moments. Un adolescent de 14-15 ans qui peut pas marcher dans un coin de la planète sans être reconnu, c'est aussi une vie qui peut être un peu étouffante. Voilà. Donc ce sujet-là me permettait aussi d'étayer cette réflexion. C'est marrant d'ailleurs parce que je fais le lien parce que hier j'écoutais dans la voiture une émission sur France Inter avec Nicolas Mathieu, oui, et qui vient d'écrire un roman dans lequel il y a exactement cette même problématique de la réussite et de l'échec apparente entre les 2 destins, l'un qui quitte dans la campagne de Meurthe-et-Moselle pour avoir une belle carrière à Paris et qui revient burn-out et tout, ah oui, et l'autre qui est resté. Et donc c'est cette confrontation entre deux itinéraires, c'est assez étonnant que cette thématique revienne comme ça. Bah, c'est pas étonnant, Nicolas Mathieu m'a visiblement copié, quoi. Je veux dire, là,
Tu vois, là, tu cherchais une punchline pour l'Union. Nicolas Mathieu a copié Fuenquino. Voilà, bah voilà, tout est dit, écoute. Hein. Connemara. Non, non, je trouvais que son livre précédent, le Cahier Goncourt, a une écriture formidable, quoi. Je vais lire très prochainement ce. Mais oui, non, mais de toute façon, je vais te dire, tu sais, souvent, les sujets aussi, voilà, c'est la façon de les traiter, raconter. Moi, j'adore l'idée qu'une même histoire peut être traitée sous le ton de la comédie, sous le ton de la gravité. Voilà, c'est aussi l'énergie d'un auteur. Ouais. Mais bien sûr, ça, moi, mon livre après tend vers. D'ailleurs, il y a tout un passage où il tente des choses, il va dans des sortes de réunions d'échecs anonymes, comme des réunions d'alcooliques anonymes. Et donc, il voit, voilà, il essaie de se remonter le moral en voyant ceux qui ont tout raté, quoi. Monsieur. Donc, en parlant du sujet numéro 2, ça me vient à l'esprit. Et la question que je me pose, est-ce que Stéphane Fuenquinos ne s'estime pas numéro 2 vis-à-vis de vous? Et comment dire C'est marrant que tu dis ça. Alors là, c'est drôle. Je trouve ça drôle parce que mon frère. Pardon, je vous laisse terminer. Ouais. Et donc, sachant qu'il est scénariste, a-t-il eu de l'intention d'écrire un livre? Ou est-ce que c'est être le frère d'eux est Non, est mon frère, difficile je à crois que gérer? je lui ai un peu, je lui ai calmé toutes ses ambitions littéraires. Non, mais parce que non, il voulait surtout pas. Non, quand il y a un écrivain, voilà. Par contre, mon frère et moi, on est très proches, très complémentaires. Non, c'est marrant. Cette question, elle est marrante parce que moi, je suis le numéro 2, c'est mon grand frère. On travaille ensemble, on a fait 3 films ensemble. Mais lui, il dit souvent, et notamment, il a dit dans le magazine Elle, on a fait une interview cet été pour notre dernier film. Il a dit que à partir du moment où j'ai été très gravement malade, à partir de 16 ans, c'est moi qui suis devenu l'aîné. Donc on a inversé d'une certaine manière. Je suis devenu la locomotive de notre duo. Mais on est mon frère a été très très bienveillant, très heureux de mon succès. Lui, il a fait une carrière exceptionnelle, davantage dans l'ombre dans un premier temps, de directeur de casting. Incroyable parce que une carrière qui est même après, il a fait les films de Woody Allen et de casting de Harry Potter. Le 4, c'est lui, le casting français. Et c'est étonnant parce que nous, on n'est pas du tout issus d'un milieu culturel et d'une manière vraiment parallèle, lui le cinéma, moi la littérature. Et on a développé comme ça des carrières. Et puis on s'est retrouvés à un moment donné. Quand je publie La Délicatesse, on avait fait déjà un court-métrage, on cherchait un sujet. Et c'est lui qui me dit, mais arrête, on arrête de chercher, c'est ton livre qu'on doit faire. Et donc, voilà. Par contre, faire un film avec numéro 2, ça va être compliqué. Le casting est... Ben, on va prendre celui qui a le vrai, ça serait génial, Voilà. ça serait la boucle est bouclée. Non, ce qui est compliqué, mais je suis en train de négocier, de voir tout ça. Ça serait d'avoir l'accord de la Warner, parce qu'on peut pas utiliser, évidemment. On est allé tout à l'heure à la boutique de la fille de Gérard, qui est formidable, la boutique super là, Sortilège et Curiosité. Voilà, c'est évidemment une boutique Harry Potter faite en accord avec la Warner. Mais je suis pas. Alors j'ai des propositions parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est excitant et j'écris des livres avec un début, un milieu, une fin qui peuvent devenir des films. Mais j'ai déjà eu 4 adaptations. J'ai clairement pas envie que tous mes livres deviennent des films parce que je trouve qu'un roman, voilà, j'ai envie que ça reste un roman. Tu parlais tout à l'heure de Vers la beauté, j'ai refusé toutes les adaptations de Vers la beauté jusqu'à présent. Bon, à moins d'une proposition, mais voilà, je trouve aussi important parce que bon, je l'ai été heureux, voilà. La délicatesse, maintenant, quand on lit le livre, on a Audrey Tautou en tête. Donc c'est magnifique. Moi, ça a été merveilleux de faire le film avec elle, mais j'aime bien que des livres, voilà, demeurent des livres aussi. Mais ça, je dis ça parce que je suis très gâté. Mes livres marrent, j'ai eu déjà des adaptations. Voilà. Alors, madame, J'ai 3 questions. 3 questions. Allez. Pas de problème. Alors, c'est quoi l'histoire d'amour avec les Martin? Parce que là, Martin Hill, la famille Martin. Alors, je suis flattée. Ah oui, c'est vrai, oui. Toute ma famille est flattée. Alors, Mais je réponds à chaque pourquoi question Martin? ou vous nous. Ouais, d'accord. Alors Non, là, très il n'y a qu'une honnêtement. question, là, c'est la première. Alors, non, Martin, parce que c'était justement un jeu sur le roman et une famille qui serait une sorte de famille patchwork d'une certaine manière,
de beaucoup de problématiques que j'avais. Vous connaissez ma famille, donc. Ah bah voilà. Non, bah en fait, voilà, ma réponse c'est ça. C'est parce que je voulais écrire sur votre famille et je trouvais ça intéressant. Voilà, Martin, ce que ça représentait aussi, je raconte ça, ce nom de famille, le nom le plus répandu. Donc ça faisait partie aussi du projet que j'évoque un peu voilà dans le livre. Après, c'est un hasard total. J'avais totalement, quand je prends Martin Hill, j'ai même pas fait le rapprochement moi. Ce sont les lecteurs qui me. J'avais juste quand j'ai cette idée du casting, bêtement, je me dis tout de suite, je ne peux pas et je ne veux pas écrire un roman anglais parce que quand ce personnage va grandir, je connais pas assez la société anglaise. Je peux pas le faire évoluer en Angleterre. Je vais pas pouvoir raconter cette histoire en Angleterre. Donc je me dis tout de suite, il faut qu'il soit franco-anglais. Et donc j'ai cherché un prénom qui puisse être Martin et Martin, qui soit identifiable des deux. J'ai même pas fait le rapprochement, peut-être c'était inconscient avec la famille Martin. Voilà. En tout cas, la famille a beaucoup aimé. Moi, je vous avoue, c'est pas celui que j'ai préféré. Moi non plus. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'essaye de tout le temps, je travaille beaucoup, j'essaie de proposer des choses différentes. Qu'on aime ou on n'aime pas mes livres, je l'admets, je le comprends totalement. Mais voilà, toujours faire des livres très différents. Et la plupart des lecteurs qui me suivent me disent régulièrement bah, celui-là, c'est pas mon préféré. Mais celui-là, j'ai aimé celui-là. Et ce qui me touche, c'est qu'ils me disent bah, je vais quand même lire le prochain parce que voilà. Moi aussi, c'est pas mon préféré pour tout vous dire. C'est pas le numéro 1, on va dire. Mais bon, je travaille beaucoup et je fais aussi au mieux avec ce que je peux faire. Mais c'est pas une critique. Ouais, je sais. Mais moi non plus, voilà. Bon, bref. Ma deuxième question, c'est ordinateur ou papier? En Papier-crayon. grande partie ordinateur. Ouais, parce que je travaille un peu partout. Après, je peux mettre des notes. Ouais, quand je suis dans un roman, c'est tous les jours. Ouais. C'est obsessionnel d'ailleurs, je pense tout le temps. Donc oui, et puis j'adore écrire dans les trains, un peu partout. On peut écrire comme Victor Hugo, avec des papiers plein les poches. Ouais, mais je peux prendre des notes parfois sur papier, mais j'ai compris que ça vous ferait plaisir si je vous disais que j'écrivais sur papier, hein. Mais ça serait plus chic et plus sexy. Mais non, j'écris plutôt sur ordinateur. Ouais. Ok. Mais si ça vous fait plaisir, mon prochain roman, je le fais sur. Eh ben, je suis écoutez, très disponible, je veux bien, moi. Je suis mais très. j'en veux des preuves. Ok. Non, mais voilà, ordinateur. Ouais. Donc, il va falloir venir montrer les preuves à ma maman, qui a lu La famille Martin avec beaucoup d'attention. Ah. Voilà. Très bien. Et mes sœurs, enfin bon, tout le monde. Ah bah très bien. Ma dernière question, c'était une fois qu'on a terminé un livre et qu'il s'est passé quelques années, est-ce qu'on a oublié les personnages? Est-ce qu'on a oublié sa propre création? Ou à un moment, on se dit, je ne sais plus de quoi trop ça parle. Je me demandais ça. C'est étonnant. C'est la première fois qu'on me pose cette question et je me demande pourquoi vous la posez. C'est toujours intéressant d'analyser les questions de chacun. Voilà, vous avez parlé de la solitude. Chacun a. Vous n'imaginez pas pourquoi vous posez cette question ou... Si. C'est une question particulière de vous dire, est-ce que avec le temps vous oubliez ce que vous avez écrit? C'est il y a un simple. rapport à la mémoire, à l'oubli? Non, c'est pas ça. En fait, vous ne nous connaissez pas, vos lecteurs, et nous, on vit avec vos histoires. Et en fait, moi, La Délicatesse, je l'ai lu quand c'est sorti. Et j'ai jamais oublié. Mais je n'oublie pas les livres que je lis. Puis, bon, par mon métier, mais aussi par amour pour la littérature, quels que soient les livres, c'est très, très rare que j'oublie des personnages, qui restent, des idées, des phrases, des choses qui m'ont marqué. Et je me dis, est-ce que l'auteur lui-même oublie ses propres personnages alors que le lecteur ne les oublie pas du tout et nous marque et parfois peuvent nous montrer un chemin, un choix. Non, mais j'adore. Non, moi je les oublie pas parce que tous les soirs je me relis un petit Fuenquinos avant de me coucher. Non, alors je vais vous dire, ça m'est totalement arrivé. Je n'ai jamais relu mes livres après. Parfois j'ai aussi la confusion avec les films. Je ne sais pas ce qui est. On parle de Mission épique, j'arrive plus à savoir ce qui est dans le film et ce qui est pas dans le livre. Il m'arrive parfois d'aller à l'étranger faire la promotion de livres que j'ai écrits il y a très longtemps.
Et donc, je suis obligé de les relire parce qu'effectivement, j'ai beaucoup fait de choses, de livres, de films, de pièces de théâtre, et je ne suis pas du tout... j'ai oublié, oui, beaucoup. C'est une sensation d'ailleurs qui a été extraordinaire. Je l'ai vécu il y a à peu près 2 ans. Il y a une jeune troupe de théâtre qui a adapté le potentiel érotique de ma femme. Et je suis allé voir le spectacle avec mon fils, qui m'a dit « Mais t'as écrit un truc comme ça, toi ?» En 2004, c'était totalement absurde, totalement loufoque, très très loin de ce que j'ai pu faire après avec la délicatesse. Et j'ai regardé ce spectacle en me disant « Mais tout me revenait, mais j'avais totalement oublié ce que j'avais pu écrire. » Donc oui. Et d'ailleurs, je pense que j'ai besoin comme un disque dur d'effacer des choses. Sinon, je peux pas. J'ai besoin. Et l'appréciation que vous avez du roman que vous avez écrit, est-ce qu'elle varie dans le temps? Par exemple, vous terminez un roman, vous vous dites, ah, celui-là, vraiment, je suis parfaitement content. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça arrive. Non. On n'est jamais complètement content de ce qu'on a fait. Mais est-ce qu'au fur et à mesure, vous vous dites, bah oui, finalement, c'était beaucoup mieux que l'impression que j'avais en le finissant, ou finalement, non, c'était pas terrible, j'ai loupé des trucs. J'ai dû faire comme ci, comme ça. Ah, alors j'ai loupé des trucs, ça oui, ça je peux te le dire tous les jours. Même quand, là, il y a la délicatesse sur Netflix. J'ai revu le début. J'ai raté le début du film, on l'a raté. Et j'aurais voulu. J'ai eu la solution 3 ans après, donc je peux pas rappeler Audrey Tautou et refaire le film, mais bien sûr, ça m'arrive. Après, il y a certains moments où je me dis, bah, je suis allé au maximum. Quand on écrit, on est confronté à ses propres limites, à sa frustration, à son talent qui a des limites. Donc voilà, on aimerait tous être extraordinaires tout le temps. Ça peut pas être toujours le cas. J'essaie de travailler, d'être. Après, il y a des livres où je me sens très éloigné. Mes premiers livres, j'ai refusé qu'ils passent en folio. Ils sont trop loufoques, trop absurdes. C'était moi il y a 25 ans et je les renie pas du tout, mais je me sens pas du tout proche de ces livres-là. Donc il peut y avoir une évolution de la maturité, de la façon de voir les choses, où on est un peu en décalage. C'est pas que je les aime pas, c'est que je me sens éloigné de ces livres-là. Donc je les déconseille plutôt. Voilà. Après, il y a des livres, il y a tout type de situation. Tu vois, Vers la beauté, c'était un livre douloureux à écrire. J'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Quand il est sorti, j'ai senti qu'il était empreint de beaucoup de gravité, que peut-être que sur le moment, d'ailleurs, c'est un livre qui a moins marché. Et puis là, même avec aussi avec TikTok, beaucoup de jeunes qui parlent de ce livre. Le livre devient une sorte de phénomène. C'est-à-dire que dans toutes les rencontres, moi, on me parle que de Vers la beauté maintenant. Et c'est totalement. Il y a des livres qui ont des destins. Année après année, ça me touche. Donc voilà. Après, je sais, moi, mes préférés, ceux où j'ai été plus en phase. Mon livre le plus important, c'est Charlotte, évidemment. D'ailleurs, j'ai souvent le sentiment que je pourrais pas. Même après Charlotte, je me suis dit, je ne pourrais pas écrire un autre livre. Pendant 1 an, j'ai arrêté jusqu'au moment où j'ai trouvé cette histoire de la bibliothèque des livres refusés et qui a été le déclic. Je lisais un livre de Brotrigan où il parle de ça, de la bibliothèque des livres refusés. Et je me suis dit, c'est incroyable, c'est un point de départ. Et les choses sont reparties. Et j'étais très heureux de ce livre, Mystère épique. Puisqu'on parle de ce livre-là, moi j'ai le souvenir de cette idée fabuleuse, de cette ambiance particulière, des personnages qui sont très intéressants, et d'une fin qui est un peu compliquée. Et je me suis dit, la fin, il ne sait pas trop bien comment l'articuler. Non, c'est marrant que tu me dis. Enfin, moi, je suis très à l'écoute de tout ce que ressent le lecteur. Mais ça, c'est pas du tout un sentiment partagé. C'est un livre qui, moi, je me suis dit, c'est un mystère, un polar, c'est un mystère. Il y a une résolution à la fin. Je me dis, tout le monde va comprendre tout de suite. Et le livre a été un très, très gros succès parce que aussi ça marchait, que les gens étaient surpris à la fin. Sur le film, on m'a dit plus ça, qu'on comprenait pas toujours bien les derniers points. Mais alors après, c'est ton ressenti. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été globalement, je crois que j'ai plutôt réussi mon coup. Ouais. Est-ce que ça donnait des idées? Parce que cette bibliothèque des livres refusés, elle n'existe pas en dehors de... Non, mais ça serait super. Il faut la faire, peut-être faites-la ici, tiens, un endroit où tous les dépressifs de la littérature peuvent avoir un refuge. C'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Faire un petit coin... Non, mais voilà, c'était aussi, je trouve ça très poétique. Cet endroit où beaucoup de gens écrivent, envoyer des manuscrits et le déposer comme une bouteille à la mer. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'interviews il y a 1 mois à peu près. J'ai fait C'est à vous, BFM, tout ça, parce qu'il y a eu une histoire aux États-Unis qui est exactement la même. C'est un petit garçon de 8 ans qui a écrit un texte et qui l'a mis dans une bibliothèque.
Et puis le livre a été emprunté et emprunté, emprunté, emprunté. Et puis ça a été vendu des enchères. Il a un éditeur maintenant. C'est une histoire incroyable. Qui veut poser une... Alors moi, j'ai encore une question qui va peut-être vous surprendre. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage a eu l'idée de proposer ce livre-là à des psychologues, des psychiatres, psychothérapeutes? Et je pense que ça apporterait beaucoup de réponses aux questions que se posent beaucoup de gens. Bah, c'est adorable. Ça m'arrive d'avoir des psys qui viennent me voir et qui me disent, voilà, je conseille, je vais mieux, ou certains de mes livres. Là, c'est vrai qu'on est vraiment dans la thématique du travail sur l'échec. Bon, c'est pas du tout un livre de développement personnel, on est loin de là, mais je parle de ça, et si les livres peuvent faire du bien, peuvent aider, peuvent accompagner, à l'évidence, pas pour tout le monde, hein, il faut avoir la même sensibilité, mais ce sont des compliments souvent qui me touchent vraiment profondément. Alors, il y a une scène chez le psy dans mon livre, bon, je peux vous juste, voilà, comme vous l'avez pas lu, je veux pas trop vous raconter, mais il va chez le psy, sa mère l'envoie chez le psy, et au bout d'un moment, le psy lui dit, parce qu'il dit, voilà, j'ai le sentiment d'avoir raté ma vie. Il veut pas lui dire pourquoi, parce qu'il a honte, il veut pas raconter cette histoire de casting. Il dit simplement qu'il a du mal-être, parce qu'il a l'impression d'avoir raté sa vie. Et le psy lui dit, mais tu sais, je vais te raconter l'histoire de J.K. Rowling, qui est l'auteur de Harry Potter. Et donc même, parce que c'est une femme qui croyait plus en elle, et puis regarde ce qu'elle est devenue. Et donc même quand il va chez le psy, l'exemple du psy, c'est Harry Potter. Donc il est là, il se dit c'est pas possible quoi. Et c'est pas possible quoi. Bah oui, c'est vraiment, c'est comme s'il y a une condamnation à perpétuité de l'échec. Oui. Ok. Ma femme qui vous lit également beaucoup. Elle fait quoi votre femme? Elle loue des nacelles élévatrices. C'est le métier le plus improbable. Attends, parce que là, je suis fatigué, j'ai un coup de barre là. Je me suis pas remis de la défaite du PSG là d'hier. Et alors là, d'un coup, j'entends, elle loue, mais je vais la mettre direct dans un livre. Hein. C'est quoi Elle loue, attends, répète-moi ça. Elle loue des nacelles. Des nacelles élévatrices pour les personnes qui travaillent en hauteur. Donc... Ah oui, alors mais là, moi j'étais parti sur les montgolfières et tout. C'est dit, oui, j'étais parti sur un. Ouais, en fait, j'étais d'accord. Oui, d'accord, bien sûr, ok. Ouais. Dans la mobilité. Ah, il y en a verticale et horizontale. Hein. En 2D, très intéressant. Très intéressant. Hein? Ah ouais? Verticale, horizontale. Ça va être sympa chez vous. Et donc, elle me fait remarquer, je ne sais pas si on a déjà fait cette remarque, que dans la délicatesse, qu'on parle aujourd'hui beaucoup, elle me dit, si je ne savais pas qui avait écrit ce livre, je pense que ça aurait été une femme qui avait écrit ce livre, parce qu'elle me dit, il a des émotions que vraiment, que seules les femmes peuvent connaître. Bah c'est moi c'est un beau compliment aussi. Hein. Pour moi, j'ai une grande part féminine, ça me paraît certain. Je pense qu'il faut avoir une part de sensibilité pour écrire. Un rapport. Je dis pas que la féminité c'est la sensibilité, je veux dire. Je dirais qu'il faut, d'une manière assez étonnante, développer la part opposée de nous en fait, quand on écrit. Être de cette capacité. D'ailleurs, on voit bien que les femmes écrivains, la plupart des femmes écrivains, elles peuvent avoir une sensibilité masculine, beaucoup. Et donc, je crois que ça, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'aller comme ça comprendre ce qui n'est pas nous en fait. Hein. Mais moi, ça me touche beaucoup. Moi, je me sens, quand j'étais ado, j'avais beaucoup d'amis filles. D'ailleurs, j'en souffrais parce que je prenais que des râteaux et j'étais vraiment le meilleur ami des filles, quoi. Mais voilà. Mais j'avais cette proximité avec les femmes, ça c'est certain. Alors dans la compréhension. Après, le succès de la délicatesse fait que parfois on a un peu dit que voilà, je me mettais dans la peau des femmes. Ou il y a eu Charlotte, mais j'ai aussi adoré. Enfin, quand j'écris la délicatesse, pour moi, je suis au plus proche de Nathalie, mais je suis aussi au plus proche de Marcus, mon Suédois dépressif. Et j'ai peut-être une part de Suédois dépressif en moi aussi, quoi. Donc, on va au plus proche aussi de chacun.
Mais moi, je suis très heureux d'avoir cette part féminine. Autre question, étant d'origine polonaise, Ah, dans la famille Martin, j'espérais comprendre, mais vous n'allez pas assez loin pour expliquer d'où vient l'histoire des deux Polonais, vraiment, plus ah bah alors là, c'est l'origine. très simple. Alors là, je l'ai raconté parfois, je vais vous raconter, c'est très simple. Il faut imaginer que moi, j'étais donc pas du tout issu d'un milieu culturel. Il n'y a pas de livre chez moi. À l'hôpital, je me mets à lire d'une manière boulimique, mais sans penser que... Après, je me mets à écrire des lettres et puis des nouvelles, et puis la littérature rentre dans ma vie, ça devient ma passion. D'écrire. C'est comme ça que j'arrive à exprimer ma sensibilité. Jamais je me dis que... j'ai même pas pour ambition d'être écrivain. J'ai d'ailleurs toujours fait les choses sans vraiment les espérer ou les attendre. Ça a été assez étrange. J'écrivais parce que c'était ma respiration. Je ne pouvais pas faire autrement. Et pendant 10 ans, j'ai écrit tous les jours. J'ai écrit des romans. J'ai dû écrire 5 ou 6 romans, mais sans même penser à les envoyer à des éditeurs. Et tu trouvais le titre bizarre hein, tout à l'heure. Et un jour, j'ai écrit un livre, Inversion de l'idiotie, de l'influence de deux Polonais. Et je me suis dit, tiens, pour la première fois, et si je faisais lire à quelqu'un? Personne ne lisait dans mon entourage. J'ai envoyé par la poste. Et refusé partout. Et puis d'un coup, coup de fil des éditions Gallimard, bien après tout le monde. Et donc le livre a été pris chez Gallimard. Je me dis, mais c'est incroyable, je vais être publié chez Gallimard. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est tellement incroyable. Et je me suis dit, c'est grâce aux Polonais. C'est grâce à mes deux Polonais. J'ai écrit une histoire avec des Polonais et 6 mois après, je suis chez Gallimard. Et je me dis tout de suite, écoute, maintenant, quoi qu'il arrive, je sais pas si tu écriras d'autres livres, mais quoi qu'il arrive, dans tous tes livres, tu mettras toujours deux Polonais. Et ils t'ont porté chance. C'est ta mascotte, c'est ta... Alors évidemment, je ne l'ai pas fait dans Charlotte. Sujet trop tragique, et puis voilà, je me serais pas amusé à mettre deux... Mais même sur mon livre sur John Lennon, Yoko, elle croise deux Polonais à un moment donné, quoi. Donc voilà pourquoi dans la famille Martin, à un moment donné, ils se disent, mais mince, dans mes livres, il y a toujours deux Polonais. Donc il faut que je me trouve deux Polonais vite fait avant la fin du livre, quoi. Mais alors c'est marrant parce que maintenant j'ai pas mal de lecteurs, donc les gens se disent mais ils sont où les Polonais, tiens, les Polonais. Alors là vous allez voir, ah bah, ils y sont évidemment. Mais attention, attention parce qu'il y a un gros piège. À un moment donné, bon je vais vous raconter ça, mais ils tentent un peu tout. Donc il y a le côté un peu soigner le mal par le mal. Donc il va dans un vrai truc qui existe, qui est un Poudlard. Poudlard c'est le château dans Harry Potter, un Poudlard polonais. En Pologne, ils ont fait un château, on a l'impression, on part 3 jours comme si c'était à Poudlard, en fait, c'est un vrai truc qui existe. Donc il y a toute une partie du livre qui se passe en Pologne, mais c'est évident que je n'allais pas mettre mes deux Polonais en Pologne. Donc ils sont à un autre moment. Voilà pourquoi. Et donc, pour terminer là-dessus, ce qui est marrant, c'est que moi, dans mon métier, on travaille en binôme. Donc, je suis toujours avec le même collègue. Et lui, comme moi, il est polonais. Donc, Non. quand on arrive, on nous dit, tiens, voilà les Polacs. Mais voilà, vous me dites d'où vient l'inspiration, j'ai plus rien à faire. Deux Polonais avec une femme qui fait des nacelles, là. Bah c'est super ça. Tu sais quoi, je vais réfléchir à ça, mais dans mon prochain livre, peut-être je vais essayer de faire ça. Ils seront contrôleurs. Je les ai jamais mis contrôleurs, les deux Polonais. Tu verras. On se rappellera de ce moment, d'accord? Je vais mettre les deux contrôleurs. Je vais bien trouver. Ils vont bien prendre un train à un moment donné dans un de mes livres. Ah bah, je suis contente parce que les Polonais, justement, ça m'intriguait également. Je voulais vous demander, par rapport à ma collègue qui disait tout à l'heure, vous disiez que tous les livres que vous avez lus, en fait, vous restent en mémoire. Et moi, en fait, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que je lis énormément, mais j'oublie énormément. Et il y en a quelques-uns comme ça, avec quelques personnages qui restent. Et moi, je voulais vous demander, vous, en tant que lecteur, qu'en est-il pour vous, par exemple, les livres que vous avez lus dans votre période où vous lisiez beaucoup? Est-ce que certains personnages restent encore avec vous? Est-ce que vous oubliez beaucoup? À vrai dire, j'ai oublié plus tard, mais tout ce que j'ai lu à l'hôpital s'est gravé à vie dans ma mémoire, puisque c'était un moment tellement... J'ai découvert la littérature. Je pense qu'on a une connexion avec nos premières émotions littéraires. Et très souvent, les auteurs qu'on
qu'on lit au début de notre amour de la littérature, ce sont les auteurs qui vont nous accompagner toute notre vie. Moi, je sais que Belle du Seigneur, c'est un livre qu'après j'ai relu plusieurs fois. L'insoutenable légèreté de l'être, Lolita, L'insoutenable, je viens de le dire, Les démons de Dostoïevski, tous ces livres-là, voilà, sont gravés dans ma mémoire d'une manière très très précise. Et après, voilà, j'adore aussi l'idée que peut-être pour pallier à l'oubli, parfois, j'ai un grand plaisir à relire les livres que j'aime. J'ai lu 3 fois Un homme de Philippe Ross. Il y a des livres que j'aime bien retrouver, comme des vieilles connaissances. Mais sur cette période-là, voilà. Après, il y en a d'autres où j'ai des vagues souvenirs. Oui, je voulais vous demander comment ça se passe une fois que vous avez terminé un livre. Est-ce qu'il est vraiment terminé ou est-ce qu'il y a encore une réflexion en disant j'aurais pu raconter cela ou est-ce que définitivement c'est fini, on n'y revient plus, vous n'avez pas envie d'y revenir? Enfin, il est fini, mais... Oui, non, j'y reviens pas après, mais j'avoue que c'est une sensation physique. Moi, j'écris souvent la première trame, le premier jet, puis après je passe des mois à réécrire, peaufiner, travailler la langue, travailler l'écriture. Et souvent, quand je finis un livre, c'est que je pense qu'un livre on peut toujours le rendre meilleur. On peut infiniment le rendre, d'une manière infinie, le rendre meilleur. Donc, je pense que moi, je publie un livre quand j'arrive au dégoût de ce livre. C'est-à-dire que je ne peux plus me le voir en peinture, quoi, et que je l'ai lu, je l'ai relu, et que je n'y arrive plus, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, je me dis, bah voilà, c'est plutôt physique, je sens encore physiquement. Et les éditeurs ne vous disent pas, bah tiens, il y a telle partie, est-ce que vous pourriez en voir telle personne? Si, bien sûr. Oui, mais ça, c'est en amont, ça. C'est en amont. Ah oui. Quand je rends le livre après ce sentiment d'être au bout, Oui. c'est qu'il a été relu par moi, corrigé. Mais bien sûr, mon éditeur, Jean-Marie Laclaftine, tout à l'heure, je parlais de Gallimard, qui, voilà, d'un coup, j'ai été publié, c'est Jean-Marie Laclaftine, mon éditeur. Et donc, j'écoute ce qu'il dit, bien sûr, et quelques autres personnes autour de moi. Et c'est mes premiers retours, ça c'est très important. Tu lui donnes l'idée de départ, par exemple là, Non. Tu lui dis, Non. Non, moi je suis un écrivain pas du tout. Il y a des écrivains qui envoient même chapitre après chapitre. Non, moi je le vois pas, je le tiens pas vraiment au courant. Et puis un jour je lui dis voilà, j'ai un nouveau manuscrit. Je suis pas du tout. Puisqu'on est dans la J'aime pas trop parler de mes livres en fait quand je suis en train de les écrire. Dans la construction du livre, on entend souvent dire les écrivains que leurs personnages, à un moment, leur échappent, c'est-à-dire qu'ils ont leur vie propre jusqu'à la fin. Or, j'ai l'impression que toi, tu sais très bien d'où tu pars et où tu arrives. Mais est-ce que entre les deux, la vie des personnages fait que tu t'égares, tu t'éloignes? Oui. Alors, je vais t'avouer que j'ai écrit beaucoup de romans, 18 ou 19, je sais plus. Et à chaque fois, c'est différent. 19. À chaque fois, c'est différent. J'ai jamais écrit un livre de la même manière. Pour Le Mystère en réplique, c'est un livre qui était très précis puisqu'il reposait sur une sorte de mystère, donc je savais vraiment où j'allais. Et pour d'autres, j'étais beaucoup plus dans l'improvisation, d'une certaine manière. Donc ça dépend des livres. Parfois, j'ai une sorte c'est comme une ligne de métro pour moi, mais j'ai pas toutes les stations. Donc je vais voir où je m'arrête. Oui, mais il y a le terminus. Il arrive à un moment donné, oui. Pas au début, mais je peux pas écrire tout un livre sans savoir où je vais. Ça, c'est sûr. Oui. Là, la fin qu'on raconte pas, on m'en parle beaucoup de la fin de numéro 2. Je savais que ça allait aller là. Ouais. Parce qu'il y a des écrivains qui vont changer en cours de route complètement. Ouais, mais ils sont pas bons. Arrête de les lire. Ce truc, mais Fuenquinos, en fait, pète les plombs et dégomme tout le monde. Nicolas Mathieu m'a pompé. Frédéric Becbédé est un con. Viens, on les défonce tous. Machin. L'Union. Oh, bah, Gisbert, il y va. Tu ouvres la porte, Gisbert, il est déjà en. On se fait une interview, mais alors, après 1 heure de bienveillance et de délicatesse, Fuenquinos pète les plombs. Justement, si je peux rebondir sur ce que vous étiez en train de dire par rapport au processus de création, on voit depuis tout à l'heure que vous avez quand même des façons d'écrire très différentes. Et comment vous faites, vous, pour travailler? C'est le sujet qui fait que vous abordez les choses différemment et que vous avez envie de les écrire différemment? Oui, alors complètement. Je ne peux pas vous faire une réponse très longue parce que c'est exactement ça.
je trouve qu'il y a une énergie du sujet c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de méthode. Les cours d'écriture, oui, ça peut développer, mais je crois pas du tout. Je crois que chaque sujet, chaque énergie, moi, j'aborde des romans d'une manière très différente. Et alors, tant que j'ai le micro, j'en profite pour une petite dernière. On parlait tout à l'heure des adaptations films de vos livres. Moi, c'est toujours une grande question, parce que quand on est lecteur et fan de cinéma, c'est toujours la grande question, d'abord le livre ou d'abord le film, ou si on a lu le livre, est-ce qu'on va voir le film, ou inversement. Vous, le fait de les mettre en œuvre, en tout cas d'aider à la production, c'est difficile, vous, de mettre un visage sur un personnage, ou au contraire, ils sont déjà très définis dans votre tête? Est-ce que vous avez besoin de suivre vraiment le livre, ou est-ce qu'on peut prendre de la liberté? Enfin voilà, je me demande un petit peu tout ça. On peut prendre de la liberté, surtout si on a du talent. C'est le réalisateur, ce qu'a fait Rémi Besançon avec Le Mystère épique. Le film avec Lucchini et Camille Cotin, je trouve très réussi. Il a pris beaucoup de liberté. Et tant mieux. Moi, j'ai pas du tout mes personnages en tête. D'ailleurs, je les décris pratiquement jamais physiquement. Quand j'ai fait La Délicatesse, tout le monde m'a dit: pourquoi vous avez pris Audrey Tautou? Nathalie, dans le livre, elle est blonde. J'avais jamais écrit la couleur de ses cheveux. J'avais écrit qu'elle avait une féminité suisse. Donc, j'aime bien mettre les pays comme ça, comme des adjectifs. Chacun y met ce qu'il veut. Bref. C'est comme si je vous dis un temps anglais, tout le monde va penser pluie. Mais bon, comment dire? Moi, j'ai eu déjà une adaptation très ratée. Le film Je vais mieux, il n'était pas très réussi. C'est pas très grave. Je peux toujours me dire que si le film est raté, c'est à cause du réalisateur, et si le film est bien, c'est grâce à mon livre, quoi. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que je veux pas qu'il y ait trop d'adaptations. Normalement, il va y avoir un film sur Charlotte, après beaucoup de projets, et au-delà de mon livre, en fait, tout ce qui peut faire parler de Charlotte, ça me rend heureux, et c'est important pour moi. Donc voilà, j'espère que le film sera bien. Mais non, je suis pas du tout un psychopathe de mon œuvre, je vais pas sur les tournages, une fois que je laisse les droits, je laisse les droits. Non, ça n'a pas une importance très grande pour moi. Nous, en tant que lecteurs, on se fait des personnages, on les imagine de toute façon, mais je me dis que vous aussi, en les ayant écrits, vous avez forcément eu une image à un moment donné. Non, pas tant que ça. C'est étonnant, d'ailleurs, quand j'ai vu le film Mystère épique, je me suis dit: ah bah tiens, c'est mon livre, je l'ai complètement oublié, je l'ai vu comme un spectateur. Je voulais juste revenir sur les deux Polonais. Oui. En fait, ce livre-là, d'après ce que vous disiez tout à l'heure, il est introuvable maintenant. Alors, non. On peut le trouver, on peut le lire. Ah non, mes premiers livres sont pas du tout introuvables. Gallimard les réimprime régulièrement. On peut les commander, on peut les trouver sans problème. J'ai refusé qu'ils passent en folio. D'accord. C'est-à-dire en grande diffusion. Mais quelqu'un qui veut lire tous mes livres, quelqu'un d'un peu étrange, peut tout à fait aller. J'ai des lecteurs, évidemment, qui ont tous mes livres, qui ont lu tous mes livres. Non, parce que celui-là, sur les deux Polonais, moi, maintenant, j'ai vraiment encore plus envie de le lire. C'est des livres très absurdes. Très absurdes. Donc très éloignés de mes livres. D'accord. Je demande de prendre le micro. Allez, est-ce qu'il y a encore une avant-dernière question? Donc, tout à l'heure, vous parliez de Serge Joncourt, qui est un ami. Est-ce que vous avez un milieu d'amis auteurs, romanciers, ou vous vivez Oui. En fait, ce sont mes collègues de boulot. Hein. On se croise tous depuis 20 ans, donc après, je les connais tous. On se connaît tous, globalement. Il y en a avec qui on a forcément des affinités. Des amis écrivains, il n'y en a pas tant que ça. Amis, hein. Mais après, il y en a plein que j'aime beaucoup, que j'apprécie. On se lit. J'ai envoyé un petit message. Non, il n'y a pas de compétition. Non, parce que, honnêtement, chacun... Après, il y en a qui sont compétitifs. Oui. Je ne vais pas te dire que moi, je n'ai pas ressenti de l'agressivité, de la jalousie de la part de certains. Notamment de la génération d'avant, je veux dire. Oui, qui n'a pas du tout apprécié quand d'un coup, j'ai eu beaucoup de succès. Tout le monde... Enfin, bon, voilà, c'est facile d'imaginer qu'il y a de l'agressivité et de la jalousie, comme dans tous les milieux. Après, je pense que les écrivains ont des univers tellement particuliers. Enfin, je veux dire, tous les livres des auteurs qui sont beaucoup lus sont très, très différents les uns des autres. Je pense pas empiéter sur quiconque. Je pense que il y en a pour chaque goût. Et il y a plutôt, il y a plein d'écrivains, il y a plutôt de la bienveillance. Hein. J'ai envoyé un petit message ce matin à Dicker, qui sort son nouveau livre et qui va faire encore un raz-de-marée. Et
Et je lui ai dit bonne chance pour ce nouveau livre. Voilà, je crois que Joncourt, voilà. Joncourt, par contre, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé énormément de temps dans ma vie. Un peu moins depuis que j'ai eu ma fille, où je suis beaucoup plus chez moi et je me déplace moins. Mais on a fait tellement de trajets, de voyages ensemble. C'est le roi du train aussi. Hein. Donc Joncourt, ouais, c'est vraiment, c'est un ami comme Karine Thuil, comme Léla Slimani, comme voilà certains Florian Zeller, voilà, c'est mes amis proches. On espère toujours que nos auteurs préférés soient amis entre eux. C'est toujours ce qu'on espère. Ah ouais. Dans le... Ah bah Joncourt, ouais. Non, on est amis Joncourt. Je l'adore. Qui sont exécrables. Des cons? Ouais, il y en a plein. Ah toi, tu veux vraiment que je fasse une interview Bah si je te dis Yann Moix, c'est pas une surprise. Non, mais bien sûr qu'il y a des gens. Enfin, ça n'a pas d'importance. Il y a des gens qui peuvent être dans l'agressivité et la violence. Oui, bien sûr. Mais toi, tu en reçois. Tu pourras en citer. Tiens, vas-y, mouille-toi un peu. Non, j'en reçois pas tant que ça. C'est Gérard. Ah bah Gérard, il peut te raconter, à mon avis, des histoires avec des auteurs chiants et compliqués. Voilà. Tu me parlais tout à l'heure de. J'ai le mouillé. Non, mais après, voilà, alors c'est vraiment pas majoritaire. Honnêtement, moi, je trouve que il y a plein. Moi, j'adore en plus j'adore. Tu vois, j'ai la chance de connaître, c'est des vies incroyables, de connaître Musso, c'est intéressant, de connaître Musso, c'est des jeunes auteurs qui marchent pas, enfin là, voilà, la vie littéraire est tellement riche. Il y a des parcours très différents. Et voilà. Des critiques littéraires, est-ce que c'est... Oh, les critiques littéraires, on les fréquente pas tant que ça. Ouais. Après, moi, je fais toutes les émissions. Moi, j'ai la chance incroyable pour mon dernier livre, par exemple, pour moi, c'est une chance incroyable. La même journée, j'ai fait Les Grosses Têtes et France Culture. Et ça, c'est quand même d'être à la fois très populaire et en même temps, comment dire, ouais, j'ai pu faire Boomerang sur France Inter et Nagui. Enfin, je trouve ça génial. C'est une grande chance. Moi, c'est ma chance. Après, qu'il y ait des critiques difficiles ou qu'on se fasse allumer ou masquer la plume ou des choses comme ça fait partie de la... Voilà. Moi, ce qui me gêne toujours, c'est dans la critique, si tu poses cette question, c'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, moi, j'ai aucun problème avec l'idée qu'on n'aime pas mon travail. Mais je veux qu'on ouvre le livre, on le juge le plus honnêtement. Mais on doit tous faire ça avec les films, avec les livres. Voilà. Tu vois, quand on est journaliste, c'est le truc numéro 1, ne pas juger quelqu'un parce qu'il a vendu ton livre, parce que c'est ceci, parce qu'il t'énerve, parce que machin. Tu regardes le travail. Et ça, il y a beaucoup de journalistes qui ont cette honnêteté intellectuelle. J'ai pu le vivre, moi, quand j'ai sorti Charlotte. Les gens se disent, ah bah tiens, c'est devenu un auteur de best-seller. Peu importe, tu ouvres, tu vois, et si t'as aimé, voilà. Donc c'est ça, en fait, qu'on attend. Et parfois, je dois t'avouer que dans certaines presses, certains journalistes, je sens que, voilà, quoi que tu fasses, t'es un auteur qui est un best-seller. Donc, oui. Ils vont pas te juger honnêtement, quoi. Et si je peux pas dire ça. Parce que si je dis ça, les gens vont croire que je vais pas estimer quelqu'un qui critique mon travail. Ce qui est pas du tout le cas. Mes films, là, mon dernier film a eu plutôt une mauvaise presse. Et je pense qu'il était raté. Les Fantasmes, c'était un film à sketch avec beaucoup d'acteurs. Il était sûrement inégal, sûrement raté. Je pense que il y avait plutôt voilà, les critiques. Je pense que ces critiques, ces journalistes-là, si je fais un film qui va leur plaire la fois d'après, le diront. Donc voilà, c'est dans certains cas où je sens qu'il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle ça m'érisse, oui. Mais bon, rien ne vaut les critiques littéraires de l'Union, quoi. Non, tu parleras tout à l'heure. Bah oui, parce que là, on va faire une petite pause, non? Ouais, c'est l'histoire de deux Polonais dans un train. Alors, depuis 6 mois, je ne fais plus rien du tout. Plus de projet de film, plus de projet de théâtre, plus de projet de livre. Je refuse tout ce qu'on me propose. Je me rends bien compte que c'est un luxe, c'est une chance incroyable. Ça n'a pas toujours été le cas comme ça dans ma vie. Hein. Mais bon, il se trouve que depuis quelques jours, il y a quelque chose qui arrive. Donc, on verra. Suspense. Mais tu vois, on disait que
que chaque livre a une énergie différente. Je sais pas. J'ai envie sur ce livre-là, si je l'écris, ou peut-être que je vais l'abandonner demain, hein, de prendre plus de temps, plus de. Le Voilà. Covid n'a pas été une source d'inspiration. Ah, l'enfer. Ah, l'enfer. Mais quelle idée, je sais pas, on sort de 2 ans de Covid, je me verrais pas écrire un livre sur le Covid. Ah non, mais je veux plus en entendre parler. Ah non. Ouais, bien sûr. J'ai trouvé la carte postale, c'était un grand livre cette année, Anne Berest. La décision de Karen Thuil, le livre de Benakista. Moi, je lis beaucoup les auteurs, voilà. Ces 3 livres-là, voilà, sont des livres qui m'ont beaucoup plu.